Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Arrivée de nouveaux salariés, départ, intégration de freelance dans une équipe IT ou acquisition d'une nouvelle structure, les données des utilisateurs et plus largement les informations contenues dans l'Access Directory restent des informations très sensibles dont la maîtrise doit être assurée en permanence. Avec l'augmentation massive du nombre de cyberattaques sur les organisations, les identités, les mots de passe et les accès doivent faire l'objet d'une supervision de tous les instants. Pourquoi l'entreprise doit-elle faire du contrôle des identités et des accès un réflexe quotidien, je dirais même un peu plus loin, une religion? On en parlera avec ces messieurs. C'est ce que nous verrons ce matin avec nos deux invités. Nous sommes ce matin avec Grégoire Barré. Grégoire, bonjour. Bonjour. Alors Grégoire, vous êtes responsable études et développement chez Ingérop, vous nous parlerez d'Ingérop dans quelques instants. Et nous sommes également avec Thierry Méritant. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors Thierry, vous êtes directeur Professional Services UserCube chez Netrix. Et on va d'abord commencer par vous, Grégoire, un mot sur Ingérop, s'il vous plaît. Ingérop, c'est une société d'ingénierie, principalement historiquement basée en France, de 3300 personnes, qui fait un tiers de son activité à l'international donc qui a pour particularité d'être indépendante, l'actionnariat intégralement salarié, et donc qui opère sur donc des bâtiments, donc société d'ingénierie spécialisée dans le BTP, donc sur des chantiers divers et variés, aussi bien le Grand Paris Express que plein d'autres chantiers très symboliques et assez massifs. Voilà. Thierry, rappelez-nous qui est Netrix, puisqu'on juste avant le début de l'émission, on disait qu'on avale le W, Netrix donc. Donc Netrix, c'est une entreprise américaine spécialisée en fait sur la cybersécurité et qui a fait un choix il y a un peu plus de 8 ans maintenant de construire en fait de se fixer comme objectif de fournir une stack cybersécurité complète pour les entreprises, en s'appuyant en fait sur l'ensemble des couches de sécurité qu'on doit adresser, que ce soit les données, les identités ou l'infrastructure, et surtout de fournir en fait des solutions interconnectées qui vont apporter cette transversalité entre chacune de ces couches. Et donc Netrix a posé cette roadmap, cette feuille de route il y a quelques années, et on construit en fait ce portfolio. UserCube a rejoint Netrix il y a quelques années justement pour porter au sein du portfolio de Netrix toute la gestion des identités dans cette stack. Alors justement, la gestion d'identité va être au cœur, vous l'avez compris, vous qui nous regardez, au cœur des échanges qu'on va avoir aujourd'hui. J'aime bien un terme que vous avez utilisé lorsqu'on a commencé à discuter autour de cette émission. Je le reprends aujourd'hui, vous parlez de tringlerie. Alors, c'est marrant quand on parle de rideau, on va parler d'autres choses, je vous rassure, vous qui nous regardez. Vous parlez de tringlerie parce qu'effectivement, la plupart des entreprises avec lesquelles vous commencer à discuter, et peut-être même dans le sentiment général, l'IAM, Identity Access Management, c'est quand même perçu aujourd'hui comme une technologie en plus, alors que les entreprises sont très bien équipées en techno d'une manière générale. Pourquoi est-ce qu'il y a ce sentiment encore aujourd'hui, Thierry ? En fait, la difficulté à laquelle on se confronte aujourd'hui dans le déploiement d'un IAM, c'est l'approche que va avoir une entreprise sur ce déploiement. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a différents niveaux de maturité dans les différentes entreprises. Et trop souvent, le sujet de l'IAM est vu au travers du prisme technique, en se posant la question comment je vais aller provisionner des comptes et des droits dans les différents systèmes de mon SI. Ce qui est indispensable, absolument, mais un peu comme le sage, le doigt et la lune, je pense que vous avez la référence. Oui. On parle du quoi et pas du pourquoi. Bien entendu, on doit faire du provisioning dans les différents systèmes, mais la vraie cible qu'on a sur l'IAM, c'est la partie gouvernance. Comment je vais être capable justement de mapper une vision fonctionnelle, une vision métier sur un utilisateur ou un objet de mon système d'information qui doit accéder au système d'information, et quels sont les droits que je dois lui donner par rapport à sa situation à un instant T. Et donc, ce qui va être important sur cet aspect-là, c'est au contraire d'être capable de trapper, de capturer en fait les événements qui peuvent intervenir sur une identité ou de les gérer au sein de UserCube, par exemple, pour ensuite, en fonction de l'état dans lequel se trouve une personne ou dans l'état dans lequel une identité va se retrouver peut-être le mois prochain, je change de poste, je change de fonction, je change d'organisation,
que l'IGA soit capable automatiquement de calculer et de propager en fait l'impact de ce changement sur l'identité vers le système d'information. Et donc, on sort d'une vision complètement technique de provisioning et vers une vision plutôt métier. Et hélas, aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui sont sur des architectures très techniques. Je provisionne dans l'AD via du script ou qui utilisent des solutions qui ne font pas une part correcte en fait entre ce qu'est une identité et ce que sont les comptes rattachés à une identité. Et donc mélange un peu ces éléments-là ou partent trop dans la partie tringlerie, Oui. comme j'ai pu l'utiliser précédemment. Oui, on parlera, je le disais, d'IAM et aussi d'IGA. Rappelez-nous d'ailleurs le sigle, Thierry. Identity, Governance and Administration. Donc c'est ce qui va vous permettre de gérer vos identités et toutes les règles pour propager les droits dans votre système d'information. Pourquoi c'est si important d'avoir des solutions comme ça et d'être en mesure vraiment de gérer le cycle complet d'identité et de l'accès ? Le maître mot, en fait, que vous allez obtenir avec une solution telle que celle-ci, c'est une tour de contrôle sur votre système d'information. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans votre SI, un nouvel arrivé, un départ, une acquisition d'entreprise, comme l'évoquait Grégoire précédemment, vous allez être capable, en fait, de mapper l'impact de ce changement par rapport à son déploiement dans le système d'information. Donc c'est excessivement important en fait d'avoir cette vision-là pour qu'à tout moment en fait vous soyez capable de répondre à une question qui est le fondement même en fait de l'IAM, c'est-à-dire d'être capable à tout moment de savoir qui a accès à quoi et pourquoi. Et dans le qui, il y a autant des personnes que des objets sur cette partie-là. Et donc cette tour de contrôle vous permet justement de garantir cet élément-là et donc de vous rassurer sur la propagation des droits, qui a accès à quoi dans mon système d'information, que ce soit à l'instant T, demain ou même hier, dans le cas d'audit par exemple, pour être capable d'identifier ce qui a pu se passer dans le passé. Comment est-ce qu'on intègre ces solutions d'IAM, d'IGA dans un existant lorsqu'on utilise déjà des ERP, des CRM et toute une foultitude de solutions SaaS qui sont déjà déployées dans l'entreprise ? Alors, et là, je n'ai pas une réponse générique pour l'ensemble des systèmes. Vous touchez un point intéressant sur la partie ERP, c'est que en fait, sur des gros logiciels type ERP, CRM, vous allez avoir en leur sein en fait un modèle de rôle, déjà des règles qui permettent de dire j'ai des rôles métiers, j'ai des fonctions métiers, j'ai des droits fins, voire même certains vont aller jusqu'à avoir de la gestion des risques à l'intérieur ou des règles très poussées sur de la SOD par exemple, pour la non-cumulation de droits qui pourraient devenir dangereux en accumulation pour des utilisateurs. Et donc quand vous mettez un IAM en lien avec ces logiciels-là, vous avez un choix d'entreprise à faire en termes de gouvernance sur où est-ce que je vais mettre ces règles-là. Alors, depuis un axe qui serait de dire on va tout mettre dans l'IGA, et je ne fais plus rien dans les ERP, les CRM et autres en termes de gestion des droits et des utilisateurs. C'est un choix possible. Jusqu'à des nivellements en disant je vais peut-être garder la gestion des risques dans l'ERP, mais l'IAM va provisionner les comptes et provisionner des profils utilisateurs. Donc, il n'y a pas de règles génériques, mais par contre, vous touchez du doigt une complexité qui est cet aspect gouvernance et cette vision entreprise, en fait. Il faut avoir... ça nécessite la mise en place d'une approche systémique et bien entendu progressive. Ce n'est pas du jour au lendemain que d'un seul coup, vous allez édicter maintenant c'est l'IAM qui fait tout et puis on désactive tous les éléments derrière avec les impacts métiers, organisationnels, business sur cet élément-là. Et donc il faut une vraie feuille de route et vous le comprenez, ça ne se limite pas à j'ai un connecteur et un provisioning technique dans un système. Alors comment UserCube, j'avais encore une question à vous poser peut-être plus global sur l'économie, mais avant cela, j'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu quand même d'UserCube. Comment est-ce que vous répondez à toutes les problématiques que vous venez d'expliciter? Comment est-ce que UserCube permet justement en partie de répondre aux problématiques d'IAM dont on a parlé, ou d'IGA, sachant que une entreprise peut déployer les deux? On va en parler avec Grégoire Barré dans quelques instants. Comment est-ce que vous inscrivez et quel type de réponse vous permettez d'apporter justement? Alors déjà, pour être précis, la solution UserCube du portfolio Netflix est un IGA. Et dans l'IAM, en fait, vous avez l'IGA, mais vous allez aussi retrouver des choses comme l'Access Management, donc ce qui vous permet de vous authentifier avec
du MFA, pas du MFA, de la double authentification ou pas. Vous allez retrouver aussi du PAM pour gérer la diffusion de comptes à privilège ou de droits à privilège sur cette partie-là. Donc, UserCube n'est pas sur cette partie-là. Ces briques sont dans le portfolio Netwrix. Donc, c'est là où on essaie d'être très clair à chaque fois avec nos clients sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, sur ce qu'il faut compléter avec des briques pour être vraiment sur un IAM. Donc, le premier travail qu'on fait avec nos clients, c'est de bien identifier quels sont leurs besoins et qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans leur système. Et ensuite, on a un gros travail à faire qui va complètement dépendre de la maturité du client autour de sa gestion des identités. Entre un client qui gère un référentiel de compte, par exemple, et je dis volontairement compte et pas identité dans leur gestion, jusqu'à des clients qui ont tout automatisé. Alors, c'est peut-être du script, c'est peut-être des solutions de ticketing, d'ITSM qui font ce genre de choses. Donc, selon la maturité du client, on va forcément l'aborder d'une façon différente. Et également sur son ambition en termes de couverture par rapport à son système. On voit trop de clients qui se focus sur les connecteurs. Toujours cette couche technique que j'évoquais sur votre première question, où le nombre de fois où dans des appels d'offres, est-ce que vous avez ce connecteur, est-ce que vous avez ce connecteur? Mais parce que c'est ce qui préoccupe les DSI et les responsables d'infrastructure de manière générale. Absolument, mais encore une fois, c'est un moyen d'aller provisionner, déprovisionner des comptes et des droits, mais ce n'est pas le but en fait de l'IGA. L'IGA, pour nous, ce qui est important, c'est le G, la gouvernance. C'est cette vision justement tour de contrôle qui à tout moment vous garantit que dans l'état actuel d'une identité, selon son cycle de vie qu'on va suivre et qu'on va manager, ce sont les bons droits et les bons accès qui lui sont donnés dans le système d'information. Quel que soit là où les positions, les fonctions, les postes qu'il va occuper dans l'entreprise. Et ça vous donne une vraie donc tour de contrôle avec une vraie lisibilité. Un sous-traitant que j'ai recruté, qui a un premier poste, puis un deuxième, puis peut-être des postes en parallèle. Tout ça va être mappé et propagé par UserCube dans le système d'information pour donner justement à la personne tous les droits qui lui sont nécessaires pour exécuter les fonctions qui lui sont attribuées. Une toute dernière question pour clôturer cette introduction. Quelle économie une solution d'IGA permet-elle à l'entreprise de réaliser? Alors, on va en parler avec Grégoire encore une fois dans quelques minutes parce que Ingerop a grandi notamment en absorbant d'autres organisations. Quel type d'économie on fait avec une solution comme la vôtre? Alors, elles sont multiples. On voit 5 grands axes, en fait, sur les économies. Le premier thème, c'est la sécurité, bien entendu. C'est le positionnement de la brique. Cette fameuse tour de contrôle qui va permettre de détecter tout écart, toute erreur ou toute malfaçon qu'il peut y avoir dans votre système d'information va être détectée. Donc, vous avez déjà une vraie économie sur la gestion de cet aspect sécurité. En liaison avec ça, vous avez toute la partie conformité réglementaire, où justement l'IGA va vous permettre justement, par exemple, de répondre aux exigences NIS-V2 ou RGPD sur les données personnelles, par exemple, ou la dernière réglementation sur le secteur financier, la DORA, qui impose aux organismes financiers de gérer justement le risque autour de leur système d'information. Donc le deuxième poste, c'est vraiment le respect des réglementations, la conformité aux réglementations, sur cette partie. Le troisième poste va être l'efficacité opérationnelle entre un système où les gens vont aller donner les droits suite à un email ou un ticket manuellement dans un système et puis une solution d'IGA qui va permettre de gérer ça, de cadencer ça, de propager ça et de contrôler ces éléments-là. Vous avez un gain direct sur cette partie. Il y a un aspect financier également direct sur cet aspect. Je sais qu'on a des clients, par exemple, qui comptent en nombre d'ETP qui vont pouvoir réduire par rapport à un passage d'un mode manuel à un mode automatique grâce à la mise en place d'un IGA. Mais dans cet aspect réduction, on va retrouver aussi tout ce que ça va vous apporter en termes de facilité sur les audits, où à tout moment, vous êtes capable de faire une photo, d'expliquer ce qui se passait à un moment donné et quel est réellement le statut des droits que j'ai donnés aux personnes dans mon système. Et puis le dernier gain que vous allez trouver, c'est sur toute la partie expérience utilisateur. Vous imaginez un utilisateur qui arrive, le jour 1, parce que l'IGA a toutes les règles intégrées, vous arrivez, ce qu'on appelle le package d'accès est déjà là. Donc j'arrive, le Welcome Pack est là, j'ai accès à ma messagerie, j'ai accès aux applicatifs dont j'ai besoin. Et surtout, cet aspect, il va évoluer tout au fil de ma carrière, tout au long de ma carrière. Je change de poste le mois prochain. Le mois prochain, automatiquement, je récupérerai les droits, je perdrai les droits dont je n'ai plus besoin, j'aurai les nouveaux. Donc sur ces 5 axes-là, vous avez un vrai gain pour l'entreprise
en termes financiers. Donc concrètement, des gens qui faisaient un travail peut-être pas forcément à valeur ajoutée de provisioning de droits dans les différents systèmes, vous allez pouvoir les mettre sur des fonctions à valeur plus ajoutée. Et puis surtout en termes de qualité et de réactivité et d'expérience, que ce soit pour l'IT ou pour les métiers, vous avez des gains sur ces 5 axes. Grégoire, je disais à l'instant que Ingérop a grandi en absorbant, il y a eu de la croissance bien sûr organique, et aussi en absorbant d'autres entreprises. Quelle problématique pose ce type d'opération en termes de gestion d'identité ? Alors, le principal enjeu quand on absorbe de nouvelles entités, c'est surtout l'harmonisation des process internes, notamment sur la gestion des identités. Le fait de débarquer, par exemple, dans une entité où, nous, très récemment, on a fait pas mal d'acquisitions de petites structures, avec des pratiques des fois très très limites en termes de sécurité de l'information. Le fichier Excel qui se trimballe un peu partout avec tous les mots de passe de tout le monde. Il est toujours là, ce fichier Excel. On l'a vécu. Incroyable. Oui. C'est le quotidien. Il est increvable. Avec celui qui sait pas trop, il sait à peu près s'en sortir d'un point de vue informatique, c'est lui qui l'a, voire c'est imprimé sur son bureau. Enfin voilà. Donc, il a tous les codes, il a tous les accès, tous les codes visibles. Il est dans la matrice, il a tout. Non, voilà. Et en fait, c'est avoir une solution d'IGA, comme UserCube, ça permet en tout cas d'imposer des pratiques standardisées à l'échelle d'un groupe. Et surtout, Thierry parlait des audits. En cas d'audit, c'est vraiment l'arme absolue, c'est-à-dire qu'on sait exactement sortir, voilà où est-ce qu'on en est, voilà toutes nos identités, voilà notre référentiel quelque part. Et c'est pas ah oui, mais là il y a un compte, on a oublié de supprimer, oui vous inquiétez pas, mais il y a 3 stagiaires qui sont passés dessus, c'est toujours le même nom, ce genre de choses. Voilà, donc ça permet vraiment d'harmoniser les process et d'harmoniser les pratiques. Et donc c'est le genre d'outil qu'on impose nous à chaque fois qu'on intègre des sociétés. Ça fait partie des briques qu'on compose dès qu'on arrive, en même temps que la partie connectivité, VPN, Office 365, enfin voilà tous les logiciels nécessaires à la productivité des collaborateurs. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est clé pour après, justement, déployer le reste des applications et déployer les identités de ces collaborateurs au sein du reste du système d'information. Comment on prépare le terrain avant de déployer une solution comme UserCube? C'est-à-dire que vous avez d'autres entreprises qui ont aussi d'autres solutions, et c'est un peu, vous l'avez dit, des configurations hétérogènes. Comment est-ce qu'on prépare le terrain? La clé, c'est le processus, finalement. Donc, parce qu'une solution comme UserCube, d'IGA, nous permet de caler un processus de gestion du cycle de vie de l'identité. Donc, c'est vraiment ça la clé. C'est-à-dire on a quelqu'un qui a la responsabilité qui est identifié comme l'administrateur, quelque part, local de ces identités. Et qui est en charge. Alors, on branche déjà l'IGA à notre SIRH, évidemment. Ça, c'est un grand classique. Pour tout ce qui est arrivée des collaborateurs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a forcément aussi des prestataires, des arrivants, des stagiaires, tout ce qu'on peut imaginer qui est en dehors du SIRH. Et donc, pour ça, on identifie des personnes en charge de l'administration de ça. Et en charge de ce process d'arrivée notamment du collaborateur, qui doit être particulièrement efficace. Alors, ça ne dépend pas seulement du produit d'IGA, ça aussi dépend des pratiques, de tout ce qui est provisioning de comptes, de tout ce qui est fourniture du matériel, ainsi de suite, pour qu'au premier jour, effectivement, il faut qu'il y ait les comptes, mais il faut aussi qu'il y ait le poste de prêt, le bureau qui soit installé, tout ce qu'on peut imaginer qui est nécessaire à la productivité du collaborateur dès le premier jour. Pour nous, société de prestations intellectuelles, c'est particulièrement important. Toute heure perdue, c'est l'argent perdu directement. Voilà. Et donc, c'est la mise en place de tout ce processus dont fait partie un produit comme UserCube qui est particulièrement intéressante pour la productivité au quotidien. Lorsqu'on parle de cycle de vie de l'accès, ça concerne les gens en interne, les stagiaires, ainsi de suite, mais ça peut aussi concerner des partenaires avec lesquels vous travaillez, par exemple, sur un projet particulier? Oui, ça peut. Alors aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on pratique beaucoup chez Ingérop, mais c'est tout à fait faisable et c'est quelque chose qui est clairement sur notre roadmap, puisque en fait, avoir cette gestion des partenaires, aujourd'hui, nous, c'est dans diverses applications de collaboration, et demain, ça pourra tout à fait être dans un produit d'IAM, avec, là, pour le coup, des différences, clairement, ce que nous permet le produit.
entre les droits qu'on mettrait pour un collaborateur standard versus ce qu'on met pour juste un partenaire. Ce qu'on a beaucoup dans nos divers systèmes d'information pour accéder à tel produit de JED ou alors à tel SharePoint ou ainsi de suite, ce genre de choses. Thierry, est-ce que les solutions d'IGA permettent-elles de supprimer les comptes orphelins? On en a parlé, vous en avez parlé tous les deux. Ces comptes qu'on a quelqu'un qui est arrivé un mois avant, il est parti un mois après, ou quelqu'un qui est là pour une mission définie et qui a des comptes toujours ouverts alors qu'il est parti depuis 2 mois ou 2 semaines. Est-ce que l'IGA permet de s'attaquer aussi à cette problématique? Bien sûr. Et surtout une solution de UserCube qui fait une séparation très franche entre une identité et les comptes qui sont rattachés à cette identité. C'est-à-dire qu'on a vraiment une corrélation forte entre l'identité et les comptes qui lui sont donnés, ce qui nous permet, en fait, une fois que ces règles ont été construites avec le client, qui ont été posées, on identifie immédiatement en fait, les comptes dits orphelins, c'est-à-dire tous les comptes qu'on ne sait pas rattacher à une identité. Alors, on va trouver des comptes administrateurs qui peuvent rester dans cet état-là ou être gérés par d'autres briques, mais surtout, ça permet vraiment de voir, de faire émerger en fait, ces comptes orphelins. Ce qui est intéressant, c'est que dans la démarche projet, c'est souvent un jalon qui arrive très vite dans le cadre du projet, parce que vous posez UserCube, vous posez le référentiel d'identité, vous l'interconnectez effectivement avec le système RH pour avoir l'alimentation des premières identités et la compléter avec les ressources externes à votre entreprise qui ne sont pas gérées dans le SIRH. Et tout de suite, vous connectez par exemple à votre AD ou à un LDAP qui fait la référence de vos comptes. Et tout de suite, vous avez immédiatement les comptes orphelins de votre SI. Avec, là aussi, pour revenir à votre question sur les gains, un gain immédiat. Enfin, on a des clients, par exemple, qui ont découvert... Je ne vais pas donner le chiffre, mais un grand nombre de comptes orphelins, c'est-à-dire des comptes non utilisés, pour lesquels étaient rattachées des licences, par exemple, on parlait de Microsoft 365 juste avant, avec un coût sur ces licences-là. Ils ont financé leur projet IGA simplement en supprimant ces licences-là qui payaient à tort par rapport à une non-utilisation de ces comptes-là, par exemple. Grégoire, est-ce que vous avez constaté les bonnes surprises? Alors, c'est un vrai intérêt de la solution, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cet aller-retour dans les interactions entre UserCube et notamment l'AD, mais aussi d'autres systèmes sur lesquels on peut provisionner les comptes utilisateurs. Et effectivement, la première fois qu'on allume ça, on se retrouve avec 4000 erreurs dont on ne sait pas trop quoi faire. Et quelque part, c'est bon. Une fois que l'administrateur système a fait quelque part son burn-out, on commence à pouvoir traiter ça dans le temps. Nous, on commence tout juste à en voir le bout. Mais oui, c'est un vrai intérêt. Et encore une fois, ça nous permet d'être rassurés sur la bonne gestion de nos comptes et le bon cycle de vie. Et on sait que quand il y a un départ d'un collaborateur, le compte va pas rester effectivement orphelin pendant X mois, X semaines, et ainsi de suite. On sait que on peut avoir des exceptions qu'on note. Et le produit permet ça aussi. On dit, il y a un compte de service, de test, de machin. Et ça, c'est OK. À côté de ça, on sent qu'on a une meilleure maîtrise, en tout cas, de nos identités, en tout cas sur la partie AD et sur les autres applications aussi. Quel niveau d'automatisation les solutions d'IGA permettent-elles d'avoir justement sur l'arrivée, le départ des salariés, le fait qu'on leur propose un pack, comme vous disiez Thierry un peu plus tôt, dès qu'ils arrivent, ils ont leur pack qui est là, qui est prêt avec les accès aux outils métiers et ainsi de suite. Parce que ça, jusqu'à maintenant, j'imagine que pour une partie, vous le faisiez à la main. Une IGA, ça permet de le faire automatiquement. Jusqu'à quel niveau, en fait? Alors, l'intérêt d'une solution comme UserCube, c'est qu'on permet vraiment de modéliser l'identité à la façon dont on a envie et toutes les conditions qui permettent de lui affecter des droits dans telle ou telle application. Ça, c'est assez intéressant. On peut vraiment faire des règles très, très fines pour dire parce que telle personne est dans telle agence, est rattachée à telle entité et à tel rôle dans l'entreprise, plutôt tel métier, telle fonction, et ainsi de suite, et même la couleur de la chemise du capitaine, on peut lui dire il a accès au CRM, mais pas à la compta, mais by the way, il doit quand même avoir un accès à je ne sais pas quel autre GED ou quoi que ce soit. On peut aller jusque-là, on peut aller très loin. Alors après, attention, ça demande quand même une vraie harmonisation et un vrai design des règles métiers et des règles d'affectation de ces droits au sein de l'entreprise et d'avoir pensé les choses en amont, ce qui demande une certaine maturité que nous, aujourd'hui, on n'a que partiellement. On a commencé ce travail-là, mais on voit qu'il y a encore pas mal de choses devant nous là-dessus.
Une dernière question, elle est pour tous les deux. Pourquoi est-ce que finalement, lorsqu'on choisit d'intégrer une solution d'IGA, on commence en fait plus à faire un travail de gouvernance? Parce que dans les discussions qu'on a eues aujourd'hui, eh bien, on a entendu que c'était pas uniquement une solution qu'on ajoutait en plus. Vous l'avez dit, hein, vous êtes au début du travail, vous êtes en train de réfléchir, de la connexion à de la GED, à CRM. Donc ça vous permet d'avoir une idée globale sur le cycle de vie, vraiment de l'accès, ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on peut commencer à dire que on commence à mettre le doigt plutôt au-delà de l'accès et de l'identité sur une question un peu de gouvernance? En tout cas, est-ce que vous le ressentez comme ça? En fait, ça permet de mettre l'accent pas sur on gère telle identité, on a tel audit qui vient, on pense des processus, on pense au workflow. Du coup, on pense à l'organisation qu'on a autour des identités et pas aux outils. C'est ça le truc. On n'est pas focalisé sur voilà, on a un audit qui vient ou je sais pas quoi aux caisses et on aura tant d'erreurs. Non, finalement, ça s'est traité dans l'outil, mais donc on a des workflows implémentés. Et donc, du coup, on pense à comment est-ce qu'on est organisé. Et donc, du coup, on en arrive à la question de la gouvernance qu'on a autour de nos identités. Forcément, dans les réflexions un peu stratégiques, dans le schéma directeur IT, cette question arrive là. Et donc, mettre en place ce type de solution, ça permet vraiment de gagner en maturité là-dessus et donc d'arriver à des questions vraiment de gouvernance autour des identités. Et en complément, ce que je dirais, c'est que par rapport à ce que je disais précédemment sur les enjeux, le positionnement, en fait, on voit que vous avez un grand nombre d'acteurs qui vont graviter en fait dans cette gouvernance. Depuis, bien entendu, le RSSI, en passant par le DPO, en passant par les architectes et systèmes d'information, bien entendu les product owners, bien entendu les business owners, les application owners, c'est-à-dire les gens qui gèrent les applications au quotidien, les RH, j'ai failli oublier les RH, je m'en excuse. Donc vous avez en fait un grand nombre d'acteurs qui vont être impliqués dans cette gouvernance parce qu'ils sont soit utilisateurs de la solution, soit ils tirent bénéfice de la solution, soit ils vont être fournisseurs en fait d'informations sur cette solution. Et donc, vous êtes obligé de mettre en place cette gouvernance pour justement animer tout le monde, aligner tout le monde et être capable surtout de les engager tous dans cette démarche-là. On parlait tout à l'heure des 3000 erreurs ou des 3000 écarts qui sont détectés par UserCube. UserCube, quand vous le mettez en place, toujours cette tour de contrôle, en fait, vous ne pouvez plus cacher des choses sous le tapis. Vous savez, le référentiel que vous avez copié en Excel dans telle application et autres. Non, on ne peut plus le cacher, c'est terminé. UserCube va le mettre sous évidence en disant ça ne va pas. Il y a quelque chose qui se passe pas, qui est pas cohérent. Donc, ça vous donne cette lisibilité, cette clarté, mais ça vous impose aussi d'engager l'ensemble des acteurs sur cette démarche. Et élément qui est intéressant et qui est important, et je pense que c'est l'étape à laquelle vous arrivez, Grégoire, c'est qu'on parlait des règles d'affectation automatique, ou ce qu'on modélise à travers d'un modèle de rôle au sein d'UserCube. Vous allez être capable de construire un modèle de rôle avec des règles qui vous sont naturelles, que vous connaissez, que vous êtes capable de toucher, en expliquant toutes les personnes rattachées au RH doivent avoir accès à tel SharePoint, à telle application, à telle transaction sur cet élément-là. Mais il y a plein de règles en fait que vous ne voyez pas dans vos systèmes d'information. Et donc UserCube vient aussi avec un module d'IA qui va être capable en fait d'analyser votre patrimoine existant de ces 20 dernières années et vous dire tiens, c'est rigolo, dans 98% des cas, les gens qui sont rattachés à telle organisation, avec tel type de fonction, avec tels attributs ou telle propriété, ils ont généralement, dans 90% des cas, ces droits-là qui leur sont affectés. Si on crée une règle, il y aurait Pierre qui aurait ce droit en plus. C'est un problème, c'est pas un problème, sachant que si on crée cette règle, ça y est, ça sera automatiquement propagé. Tout arrivée d'une nouvelle personne avec ses caractéristiques bénéficiera de ces droits-là. Donc c'est autant de gains derrière. Donc c'est un travail en fait permanent d'enrichissement pour tirer bénéfice justement de ces règles-là. Donc un projet IGA, c'est pour ça que moi je parle souvent de programme IGA, parce qu'il va y avoir énormément d'étapes, énormément de phases et surtout d'engagement de l'ensemble des acteurs. Et ça nécessite la mise en place d'une gouvernance au niveau de l'entreprise. Donc la prochaine étape pour vous, donc. Peut-être. Déjà, faut qu'on arrive à s'en sortir dans nos règles de droit. Mais oui, tout à fait. Après, il y a, ça pourrait être une aide pour la détection, effectivement, des nouvelles règles. Et ça, je sais que c'est une offre qu'on n'a pas encore déployée chez nous. Mais déjà, voilà, le fait d'avoir une modélisation qu'on pense être la bonne, de faire tourner la machine UserCube et de dire, OK, est-ce que c'est bien appliqué, et d'avoir toutes ces erreurs, ça nous force
ça force à être cohérent avec soi-même quelque part et à revoir quelque part vraiment ces affectations de droit. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Grégoire. Merci Thierry. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.